merci de votre accueil, merci de votre invitation. Donc, je suis Xavier Guillot, je suis professeur à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Et donc, je vais vous parler d'un travail que j'ai fait depuis maintenant une dizaine d'années dans le cadre d'un réseau que j'ai mis en place. Et avant de vous présenter, je voulais un petit peu expliquer pourquoi j'ai fait ce réseau, pourquoi je l'ai mis en place et comment ça s'est passé un peu dans mon histoire personnelle. Je suis arrivé à l'école de Saint-Étienne en 2004 et j'ai commencé à enseigner là, il y a maintenant assez récemment finalement, parce que quand on... Voilà. Et quand je suis arrivé à Saint-Étienne en 2004, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant, je me suis posé des questions assez simples. Je me suis dit quelles étaient les questions sur lesquelles il fallait maintenant se mobiliser dans les écoles d'architecture, quelles étaient les choses qui ne se faisaient pas, et quels étaient un peu les enjeux pour les architectes que l'on formait pour demain. Et assez rapidement, mais enfin, voilà, quand m'est venue l'idée, partagée avec d'autres assez rapidement aussi, que la question des territoires ruraux était une question qui était très peu traitée en école d'architecture. La majorité des enseignants portaient leur regard sur la ville, sur la métropole, sur le fait urbain et le fait métropolitain. Et la question des territoires ruraux était plus ou moins évacuée parce que, on peut le comprendre, il n'y a pas un marché immobilier, il n'y a pas de commandes magnifiques comme il y a dans les territoires métropolitains. Mais en revanche, il y a, à mon avis, des enjeux forts sur lesquels les architectes sont convoqués. Bien sûr des enjeux d'architecture, mais aussi des enjeux paysagers, et j'ai envie de dire des enjeux de civilisation. Et c'est là-dessus que je voudrais aussi insister, car je pense qu'on a un devoir de réfléchir à ces devenirs de territoire, et l'actualité aujourd'hui nous rattrape et le valide. Et donc j'ai milité un petit peu contre le tout urbain, voilà, la pensée toute urbaine, la pensée métropolitaine, la pensée de la croissance, je dirais de la vitesse, de la compétitivité. Et j'ai voulu introduire un débat au sein des écoles d'architecture en France sur une pensée un peu inverse qui tente à dire on doit aussi réfléchir à des formes d'équité territoriale, au devenir de villages, de petites villes qui aujourd'hui, on s'en aperçoit encore plus qu'il y a maintenant 10 ans, posent une vraie question même à nos gouvernements. Voilà. Donc ça a été l'idée de départ. C'était une idée, c'était un projet éducatif, mais aussi un projet politique. Je voudrais insister sur ce fait-là. C'est pas seulement pédagogique. Alors après, je vais y venir, enseigner les étudiants aux questions que posent les territoires, mais c'est aussi une volonté, je dirais, militante et politique de changer la donne sur la manière dont on échange, on enseigne, et aussi les terrains que l'on choisit. Alors, on a monté un réseau. Je vais essayer de tenir le timing, le présenter très rapidement au niveau de ses objectifs, via le site internet que l'on a, que vous pouvez d'ailleurs, il est en anglais aussi, si les gens qui ne parlent pas anglais peuvent aussi s'y référer en anglais, où on a un peu notre travail qui est regroupé. Et après, je passerai un petit film qui a été fait avec des étudiants que j'encadrais quand j'étais donc en région Rhône-Alpes. Alors, dans ce site, je voulais juste tirer 2 ou 3 onglets pour vous dire un peu qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Et un peu revenir sur les activités, les objectifs. Nous, on a principalement pour vocation, donc au sein des réseaux des écoles d'architecture de France, alors on est une dizaine à avoir signé une charte. On a voulu impliquer les étudiants dans les territoires. C'est-à-dire que notre ADN en termes d'enseignement a été de s'associer avec des instances territoriales, principalement des PNR, pour qu'ils accueillent les étudiants pendant au moins 1 semaine, voire 2 semaines dans les territoires pour travailler donc avec les acteurs. Donc ça a été un peu notre objectif. Et on s'est donné 4 missions, l'enseignement, la recherche bien sûr, mais aussi l'organisation de rencontres scientifiques. Alors on en organise tous les ans, tous les 2 ans. Donc là on organise notre 9e rencontre à l'automne prochain. Et puis la publication d'ouvrages, je vais y venir, et puis la diffusion de connaissances par Internet. Donc sur les publications, on a fait une série on a monté une collection
une collection qui vise un peu à capitaliser sur tout ce qu'on a pu comprendre sur ces questions-là au fil des ans, en faisant intervenir aussi bien, je dirais, des enseignants que des acteurs, que des universitaires. On insiste sur cette manière un peu hybride de produire la connaissance. On n'est pas seulement dans un entre-soi scientifique, mais aussi dans une forme de partage avec les personnes qui sont sur le terrain et qui font, voilà, qui agissent. Donc la dernière publication qu'on a sortie, on a voulu la faire bilingue, donc en partie. Donc elle était tirée d'un travail qu'on a fait avec l'école de Grenoble. Je précise que chaque rencontre s'effectue avec une école d'architecture du réseau. Donc on voyage comme ça en France. La dernière avait lieu à Bordeaux il y a 2 ans, mais celle-ci était à Grenoble. Et donc dans cette avant-dernière rencontre, on avait posé la question de l'énergie. C'était un petit peu l'air du temps. Donc poser effectivement la question en quoi les nouvelles formes d'énergie pouvaient aussi travailler de nouvelles formes de projets dans les territoires ruraux. Et la rencontre précédente qui a eu lieu à Bordeaux là, il y a 2 ans, c'était sur la question économique. Donc on a posé la question des nouvelles formes de production de richesse dans les territoires ruraux, et encore aussi, elle travaille, entre guillemets, la question du projet et du projet spatial. Alors c'est vrai que le réseau s'appelle Espace rural et projet spatial, et j'aurais peut-être dû dire un petit mot sur cet intitulé. Il est vraiment, pour nous, important de revendiquer le mot rural. Hein. On pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur cette sémantique, a encore beaucoup à dire sur le monde, et au contraire d'un discours qui vise plutôt à diffuser un message inverse, qui est dire qu'on est tous urbains et qu'aujourd'hui le monde rural n'a plus tellement de sens par rapport à notre civilisation. On pense au contraire que tout ça c'est un petit peu léger et qu'il faut approfondir notre mode d'établissement dans le temps et penser qu'il y a des formes de relations, je dirais, d'alliances sur lesquelles il faut réfléchir entre le monde rural et le monde urbain. Donc d'où cet intitulé Espace rural, projet spatial qui veut effectivement nous rattacher à cette idée que on a aussi vocation dans les écoles d'architecture ou de paysage, parce qu'on a aussi des écoles de paysage qui sont associées, à produire, à s'investir sur la question du cadre de vie et de l'espace. Donc on a mis en place une plateforme doctorale, c'est-à-dire on réunit deux fois par an des étudiants qui font un doctorat de plusieurs écoles d'architecture en des sites... Voilà, donc c'est souvent en région Rhône-Alpes, parce que c'est vrai que là, on a démarré le réseau, donc on a pas mal de contacts avec, là, en l'occurrence, Grenoble. Donc les rencontres qu'on a mises en place tout au long de l'année, donc on a commencé en 2009, donc là on va fêter nos 10 ans. Hein. Et pour finir avec les actions que l'on mène, je mettrai juste l'accent sur cette nouvelle forme de travail qu'on a mis en place là il y a 1 an, qui vise à financer et organiser des résidences de concepteurs pluridisciplinaires dans 4 villages de l'Ardèche. Donc on appelle ça Consultaction. Donc là on travaille avec le PNR de l'Ardèche et le CE de l'Ardèche, et ça se passe actuellement, donc c'est une forme de résidence, où dans 4 villages qui offrent 4, je dirais, profils différents en termes de questions de ruralité et de revitalisation, ce sont des villages qui sont un petit peu en souffrance au niveau démographique et économique, c'est voir comment des équipes pluridisciplinaires pourraient s'investir pour construire de nouveaux scénarios de revitalisation de ces villages. Donc, et on est en train on va terminer ce travail à l'automne, il sera présenté donc lors des prochaines rencontres qui auront lieu donc au mois d'octobre en Ardèche. J'ai essayé de faire vite. Je pense avoir à peu près tout dit du site internet. Vous pouvez toujours voilà quoi. Il y a des ressources, des trucs. Bon. Et je voulais, pour terminer, montrer un peu finalement le travail que l'on fait dans les ateliers, enfin que j'ai fait, puisque c'est un travail que j'ai effectué quand j'étais en région Rhône-Alpes il y a 3 ans maintenant, et donc vous présenter un film que l'on a fait avec les étudiants et les acteurs locaux d'une petite ville du Puy-de-Dôme qui s'appelle Ambert. Et l'idée de ce film
et plutôt du projet qui l'a sous-tendu, c'était de mobiliser acteurs et étudiants sur en quoi une petite ville relativement déconnectée du système métropolitain, puisque c'est assez loin de Clermont et assez loin de Saint-Étienne, on ne peut pas avoir des mouvements pendulaires, peut retrouver une forme de, je dirais, de vie par rapport avec des nouvelles, avec une réflexion sur la manière dont l'énergie locale pourrait alimenter donc les activités de la ville. C'est une réflexion qui faisait partie d'un programme dont beaucoup ont participé, donc je pense aussi Patrice, s'appelait Ignis Mutatres, donc comment on peut repenser l'énergie aujourd'hui. Et avant de nous passer le film, je voudrais juste préciser que c'est un film qui a un caractère peut-être un petit peu communicant et publicitaire, c'est volontaire, parce que c'était aussi pour que ça puisse parler aux acteurs, et que c'est pas un film scientifique, théorique, mais c'est aussi un film démonstratif pour que les acteurs d'Ambert puissent aussi s'approprier ces questions d'énergie et des projets que nous avons donc conduits avec les étudiants pendant 2 ans, voilà, avec 3 écoles. Donc voilà, je passe le film, à moins que vous ayez des questions avant que je le... Parce que voilà, il est 11h27, je suis... alors si tout marche bien, ça devrait... Au début des années 2000, la raréfaction annoncée des énergies fossiles a déclenché le mouvement de la transition énergétique. Les premières réponses, techniciennes et sectorisées, ont tout d'abord fait craindre la banalisation de paysages hérissés d'éoliennes, constellés de panneaux photovoltaïques que rivières entravées de turbines. Mais pour dépasser cette approche simpliste et tenter d'œuvrer à une transition harmonieuse, l'équipe de recherche a situé la réflexion au niveau de l'aménagement du territoire, plus particulièrement en zone rurale, et en imaginant, en amont des solutions techniques, une réorganisation des modes de vie. Le territoire du parc naturel régional du Livradois-Forez est le terrain de cette recherche, la ville d'Ambert, le lieu de l'action et des projets. Depuis 2012, plusieurs promotions d'étudiants de master des écoles d'architecture de Grenoble, Lyon et Saint-Étienne sont venus enquêter sur le terrain avant d'élaborer des dizaines de projets concernant le bâti, l'espace public ou agricole du secteur. Une matière libre et créative dont s'est inspirée l'équipe de recherche pour formuler les principes fondateurs d'un écosystème énergétique plus vertueux. Le 7 mai 2015, ces idées sont soumises aux élus, techniciens et habitants d'Ambert lors d'une journée de présentation et d'échange. Un parcours exposition dans la ville, suivi d'un forum d'échange pour débattre sur place des différentes stratégies, de pointer les possibles, les limites, les enthousiasmes et les doutes. Le point de départ, c'est effectivement cette idée qu'à terme, on va devoir changer notre système énergétique. Et de voir comment l'énergie, l'évolution du système énergétique peut aussi être accompagnée d'évolutions dans les modes d'alimentation, dans l'agriculture, dans l'économie, dans tout ce qui fait la richesse d'une communauté. 6 points stratégiques, lieux emblématiques de la ville d'Ambert, sont successivement arpentés, observés, analysés par les visiteurs, puis mis en projet par des hypothèses d'aménagement développées par les étudiants et l'équipe de recherche. Le premier projet s'intéresse à la question de l'agriculture en ville, de l'agriculture urbaine. Donc il proposait d'investir ce site en créant des logements, mais des logements collectifs qui seraient concentrés sur la bordure pour recréer un front bâti sur l'avenue et garder tout le cœur de ce terrain pour y faire du maraîchage. Et ce projet ne s'intéressait pas seulement au bâti et
à l'aménagement de cet îlot, mais aussi imaginer de créer une pépinière d'entreprise pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs qui souhaiteraient s'implanter dans la région. Sur chacun des sites visités, 2 à 3 projets sont ainsi présentés, en n'omettant jamais de mettre l'accent sur l'incidence des solutions imaginées sur la vie des habitants d'Ambert et des environs. Sur ce site, on a 2 projets qui s'appellent Noosphère et Au fil des murs, donc qui ont tous les 2 des stratégies assez proches l'une de l'autre. L'idée, c'était de se dire, sortons de la réflexion énergétique à l'échelle du bâtiment, comment on chauffe son bâtiment, comment on produit éventuellement de l'énergie par des panneaux solaires sur le toit, mais comment on peut réfléchir à des bâtiments neufs qui surproduisent de l'énergie, qui pourraient être réinjectés dans les bâtiments plus anciens, moins performants, de manière à équilibrer ces questions de production et de consommation énergétique. Le centre-ville historique, dense et étroit, abrite un habitat à forte valeur patrimoniale, mais aussi des bâtiments vétustes, dégradés et souvent désertés. Les projets ont visé à redonner une attractivité à ce cœur de ville pétri de potentialités et de contraintes. On est dans un centre-ville historique, les ruelles sont plutôt étroites, les bâtiments sont relativement petits, avec des surfaces aussi assez réduites, et aujourd'hui, ça ne correspond pas forcément au mode de vie actuel et aux envies que peuvent avoir les gens. Donc, des étudiants imaginaient finalement ouvrir les toits, parce que là, quand on est complètement enserré de bâtiments, on ne peut pas s'étendre horizontalement. La seule manière de développer quelque chose ou de s'ouvrir, c'est vers le haut. Comment imaginer des bâtiments qui fassent plus entrer la lumière? Comment travailler sur des espaces intermédiaires? Faire une relation entre les qualités de l'espace, imaginer des stratégies passives, se servir du soleil pour chauffer son bâtiment, se servir de dispositifs pour faire de l'ombre, pour permettre de maintenir une certaine fraîcheur en été. Dans un contexte urbain aussi contraignant que celui-ci, c'est difficile. En fait, rendre attractif le centre-bourg ou les logements qui sont dans la ville, quel est l'intérêt? C'est pour que, plutôt que de laisser tous ces logements vacants, ils soient de nouveau réinvestis par des habitants qui viendraient s'installer là, au lieu de construire une maison dans un lotissement à l'écart du centre-ville et qui du coup auraient besoin de leur voiture pour emmener les enfants à l'école, aller faire leurs courses, alors que s'ils habitaient le centre-bourg, ils feraient tous ces déplacements à pied ou à vélo. Le parcours se poursuit dans les ruelles du centre-bourg jusqu'à la fameuse mairie ronde. Puis elle traverse le marché avant de rejoindre l'îlot Chabrier, poumon vert de la cité. Il y sera évoqué et commenté de nouveaux projets d'aménagement, à commencer par celui du jardin lui-même, plus particulièrement au niveau de son pourtour et de ses accès. La réflexion a été de se dire comment les qualités du jardin peuvent bénéficier aux gens qui habitent autour, ce qui n'est pas vraiment le cas. On a une école, on a des bâtiments, et on le voit très bien ici, qui ne sont pas tournés vers le jardin véritablement. Les projets, justement, réinterrogent cette relation spatiale. Seront également évoqués dans ce même cadre de verdure des projets situés en bordure de ville. On a 3 projets qui illustrent un peu cette démarche donc de compatibilité ou de complémentarité entre la partie rurale d'Ambert et sa partie dite urbaine. Premier projet, l'aménagement d'espaces d'équipement agricole au cœur de la zone industrielle. Voilà, l'idée c'était de mixer l'industrie et l'agriculture pour former de nouvelles associations, avoir d'autres fonctions. Et nous, on avait imaginé un restaurant d'entreprise, donc ça serait plus pour avoir de l'énergie humaine et diminuer les transports entre midi et 2. Imaginer cette zone industrielle comme un parc où on pourrait se promener, rester pour manger à midi, quelque chose d'agréable, on va dire, un nouveau lieu. Des projets visant à enrayer l'étalement des zones pavillonnaires au profit d'installations agricoles innovantes. Ça, c'est un projet qui vise aussi à solidariser les gens qui habitent déjà sur place avec une nouvelle population qui serait active via la ferme. Donc,
Notre projet de recherche vise à trouver ce qu'on appelle de nouveaux écosystèmes énergétiques à l'échelle territoriale. C'est-à-dire voir comment, au fond, en travaillant différentes thématiques comme ça, on peut reconsidérer l'établissement humain dans son territoire à partir de nouveaux écosystèmes qui parlent aussi de mobilité, de nourriture, d'alimentation, d'énergie bien sûr, mais tout ça finalement est associé. Dernière étape du parcours, le Forum citoyen. Élus, techniciens, économistes, architectes, associations et simples citoyens reviennent sur les hypothèses et projets d'aménagement avant de prolonger la réflexion de leurs propres impressions et suggestions. Et en fait, il y a la proposition du bioclimatique et du bioclimatique en réhabilitation. Là, on a une piste de réflexion et je pense que beaucoup de projets qui ont été évoqués cet après-midi intègrent cette dimension-là. Notre économiste nous présente un bilan dans lequel l'unité de mesure est le kilowatt ou le kilowattheure. Notre instrument de mesure ou notre unité de mesure, ce n'est pas le kilowattheure, c'est l'habitabilité. Et c'est en termes de mesure d'habitabilité qu'on va évaluer le futur, le potentiel du territoire. Le problème, c'est comment on va le mesurer. Ça se mesure moins facilement que des kilowattheures. Il faut inventer de nouvelles formes d'économie locale. C'est un grand défi aujourd'hui. Il y a du bois, il y a une filière bois. Il faut peut-être inventer des systèmes d'expertise, d'excellence, qui ferait que ce territoire pourrait, à ce niveau-là, générer des emplois. Ça permettrait justement d'avoir une économie circulaire, de redynamiser tout un tissu local d'entreprise et justement la valeur humaine serait plus valorisée. Je pense qu'en ce moment, on passe beaucoup d'énergie à essayer d'impulser du collectif et c'est une très bonne chose parce que le jour où on en aura vraiment besoin, toutes les expérimentations des écolos, bobos, alternatifs et tout ça, qu'est-ce qu'elles vont nous être utiles? Parce que là, tout d'un coup, on aura l'outillage. Il suffira d'aller les voir, tout simplement. Et on réinventera des choses qu'on pourra étendre, tout simplement. Mais le processus est en marche. Tout ça, ça participe d'une transition qui est déjà en marche. Ces explorations, études, projets et moments de concertation ont peu à peu dessiné la trame d'une stratégie territoriale s'appliquant à de nombreux domaines. L'architecture et l'urbanisme, en concevant des logements peu consommateurs en énergie, en freinant l'étalement urbain au profit d'une densification attractive du centre-bourg. L'agriculture, en valorisant les ressources énergétiques locales, en favorisant les circuits courts pour l'alimentation et pourquoi pas en organisant une production agricole au cœur même de la ville pour rendre l'espace urbain et l'habitat plus attractifs. Les déplacements, en rapprochant habitat et activité pour limiter les déplacements, en favorisant les modes de circulation doux et en développant les alternatives à la voiture individuelle. La production d'énergie, en valorisant les ressources locales comme le bois, le soleil, l'eau ou la biomasse, et en favorisant le développement d'un habitat lui-même producteur d'énergie. La construction, en privilégiant les circuits courts pour limiter l'énergie nécessaire à la transformation et au transport des matériaux de construction, et en faisant appel aux ressources et aux savoir-faire locaux. L'économie locale, en valorisant les savoir-faire locaux, et pourquoi pas en créant des équipements dédiés à l'accompagnement de cette mutation économique. L'énergie humaine et sociale, en s'appuyant sur le patrimoine et les acteurs du territoire, en renforçant l'attractivité d'un centre-bourg ouvert aux projets innovants, en développant les démarches de mutualisation, en favorisant une mixité sociale et générationnelle. C'est la combinaison de ces projets, leur mise en place progressive et simultanée qui peut alors composer les bases d'un écosystème énergétique territorial propice à une transition effective et durable. Est-ce qu'il y a des réactions, peut-être des réactions, des questions? Ah, oui. Allez, hop, je vais faire le tour.
Allô? Oui. Bonjour. Tout d'abord, j'ai trouvé ça très très intéressant. Je voulais juste voir avec vous, est-ce que finalement toutes ces recherches sur une ville particulière vont déboucher sur quelque chose de concret? C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui les leviers qu'il existe entre la recherche comme celle que vous pratiquez aujourd'hui et, disons, la mise en œuvre sur site, par exemple pour la ville d'Ambert? Eh bien, ce sont les étudiants que l'on forme, les praticiens qui vont être sur le terrain, et on en observe de plus en plus aujourd'hui, et c'est aussi une sorte de, je dirais, de bonheur, entre guillemets, de voir que, puisque ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis sur ces questions, de voir maintenant des jeunes architectes qui ont saisi ces enjeux et qui s'activent. Alors, voilà, une réponse. Après, il faut compter sur les acteurs locaux qui sont de plus en plus sensibles à ces questions, notamment les parcs naturels régionaux. Là, en l'occurrence, c'est le parc du Lévre-la-Forêt, mais il y en a aussi, il y a une cinquantaine de parcs en France. Donc ça, ce sont des instances qui sont des vrais relais pour nos recherches et pour le message que l'on transmet à nos étudiants. D'autres questions? Ah ben ça, c'est pratique. Merci. S'il vous plaît, est-ce que vous parlez d'identité aussi, et en même temps de possibilité de dépasser la monochromie, monotonie c'est-à-dire est-ce que vous avez certaines visions sur changement d'identité des agglomérations existantes aujourd'hui, certaines identités qui doivent avoir autre identité après cette reconstruction, après l'application de nouvelles approches avec les sources énergétiques, etc. Ça change beaucoup l'image de l'agglomération. Vous avez compris, c'est un peu compliqué. Voulez-vous dire une identité spatiale? Identité spatiale et encore les éléments qui forment l'identité sont venant de changer. C'est ça. Ouais, ouais. Ça change puisque les toitures sont différentes, le sol est différent, etc. C'est-à-dire il y a un problème de garder l'identité, ou ça peut être une fois encore quelque chose de banal que nous voulons rentrer ici, faire rentrer. Nous travaillons sur... on n'emploie pas le mot beaucoup identité, mais on emploie le mot spécificité. Oui. Ou particularité locale. On pense que nos travaux n'ont rien de générique et de modélisable. On pense que chaque territoire a son histoire, sa géographie, ses mémoires, ses savoir-faire. Et donc notre travail est toujours au départ de tirer parti de ce qui existe en termes d'identité, justement. Et donc on n'est pas dans une... On n'a aucun projet déjà tout prêt. Donc là, bon, bien sûr les leviers qu'on sort peuvent être plus ou moins appliqués à d'autres territoires, mais après, il faut les Est-ce que c'est possible de dépasser cette nouvelle globalisation qui vient de cette source énergétique qui nous devons obliger de placer sur les toitures, à côté des bâtiments, etc. Toujours la même chose partout dans le monde. On n'a pas voulu trop insister là-dessus, enfin même si ça apparaît. Hein. Je pense que la question des panneaux ou de la production d'énergie par le photovoltaïque est un enjeu fort. Mais je pense qu'il faut diversifier cette question avec la manière dont on consomme, la manière dont on vit au quotidien, à tous les niveaux, et puis la manière dont on construit aussi. Donc
Je pense que la question du panneau est pas centrale. Elle est parmi d'autres. Vis-à-vis de l'énergie. Voilà. Merci. Bien, comme il n'y a pas beaucoup de temps, je crois que je vais passer la parole à... Ah oui. J'ai pas entendu. Les résidences, les 4 résidences. Je voudrais savoir à qui elles sont destinées, les résidences. En Ardèche, là? Oui. Voilà, ça c'est très intéressant parce que, enfin, très intéressant. On a essayé de faire quelque chose d'un peu différent. On ne voulait pas que ce soit des résidences d'architectes, seulement d'architectes. Donc on a exigé que ce soit des équipes pluridisciplinaires, avec des sciences sociales qui soient aussi incorporées dans le lot. Donc on a des équipes à la fois de praticiens et de chercheurs et de plusieurs disciplines. Et ça a bien marché parce que, enfin, on ne sait pas le résultat, mais ça a bien résonné, je dirais, puisqu'on a eu des apports de politistes, de sociologues, de tout un tas de disciplines qui en fond, sont prêts à investir de la matière grise sur la question de comment on pense le devenir des territoires. Ouais. On espère que les résultats seront bons. On pourra en parler en octobre. Vous êtes d'où? Du Brésil, mais j'étudie à l'école de Lille. De Lille? Ouais. D'accord. Au Brésil, c'est pas pareil, les territoires ruraux. Ouais, merci. Merci Xavier. Laura.